À tous, merci d'être là, si nombreux, c'est super, bel accueil. Je me présente rapidement, donc Vincent Massol, je suis à la fois développeur pour le projet open source XWiki et directeur technique de la société XWiki SAS, la société éditrice qui a initialement démarré le projet open source et l'a mis en mode communautaire après, donc nous ne sommes plus les seuls à driver le développement, mais nous y participons beaucoup. Je fais aussi un podcast, les Cascodeurs, vous connaissez peut-être. Il y a bien longtemps, j'ai participé au projet Maven et j'ai écrit quelques livres sur le sujet, c'était dans une autre vie. Et là, depuis 2007, je me consacre complètement à XWiki. Et avec moi, il y a Denis Gerval, je vais le laisser se présenter. Bonjour, merci d'être là. Donc Denis Gerval, moi je suis développeur sur XWiki depuis la version 0.9, je me souviens un peu quand c'était. Et je suis devenu committer il y a 2 ans sur le projet open source. Parce que ma société que j'ai créée au Luxembourg, qui s'appelle Softec, fait des projets XWiki en continu aujourd'hui. Pour la plupart de ses clients, on fait des sites web dans lesquels les clients peuvent manager des données en ligne. Et ils vont y produire des rapports et des rapports visuels de ces données qu'ils managent eux-mêmes en ligne directement sur nos serveurs. Et donc, dans le cadre de mes activités, j'ai besoin d'extensions sur XWiki et c'est comme ça que je participe au projet open source. Alors ce soir, on voulait faire quelque chose d'un peu original. Vous connaissez tous les wikis, j'imagine, vous êtes utilisateurs, et on voulait vous montrer un aspect moins connu, notamment de XWiki, c'est l'utilisation de XWiki comme une plateforme de développement. Quand vous voulez développer une appli web aujourd'hui, vous avez l'habitude d'utiliser des outils plus génériques, que ce soit en Java, en Grails, en Play, etc. Et on voulait essayer de vous présenter une alternative que l'on pense intéressante et viable, qui est l'utilisation de XWiki comme plateforme de développement d'appli web. Donc c'est ce challenge-là qu'on va essayer de relever, puisqu'à la fin, voilà, on verra si vous êtes convaincus ou pas par cette façon de faire. Alors avant de commencer, je voudrais savoir combien d'entre vous connaissent déjà XWiki ou ont déjà utilisé. Donc levez la main ceux qui connaissent XWiki, donc, qui ont déjà utilisé, c'est la même chose pareil, non? Oui, un qui a utilisé? D'accord, très bien. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est en quelques minutes, je vais vous faire une petite démonstration du logiciel XWiki de base en tant que wiki simple, on dira. Comme ça vous donnera un peu une idée de ce que c'est. Et ensuite, on rentrera dans le cœur du sujet qui est de montrer en quoi XWiki, on peut l'utiliser comme plateforme de développement, la capacité de XWiki pour développer ses propres applications. C'est un peu, si vous voulez, comme Eclipse. Vous pouvez voir Eclipse comme étant un IDE Java, par exemple, avec le JDT, hein, ou bien vous pouvez voir Eclipse comme une plateforme de développement d'appli. C'est exactement pareil. XWiki, c'est à la fois un wiki prêt à l'emploi directement, mais c'est aussi une plateforme de développement d'applications web. On va commencer par la démo. Voilà. Alors, là j'ai démarré un wiki de base. Si vous le téléchargez, c'est ce que vous avez presque, un petit peu d'activité, mais c'est ce que vous voyez. C'est la page d'accueil, c'est le dashboard d'accueil. Voilà, bienvenue dans votre wiki. L'activity stream, c'est toute l'activité qui s'est passée dans le wiki, les espaces que vous avez, et puis quelques raccourcis sur la droite là, pour ces différentes actions possibles. Donc sur des pages, vous pouvez éditer les pages. Donc là, je suis logué en tant qu'utilisateur normal. Hein. Donc vous pouvez sur n'importe quelle page l'éditer. Si j'édite cette page-là, par exemple, ça m'emmène. Donc là, on a un éditeur WYSIWYG, vous voyez. Donc là, il y a la page. En fait, cette page-là, c'est une macro. Donc là, je peux le folder. Je vois que c'est une macro. En fait, c'est une macro include qui appelle une autre page. Je peux l'éditer. Vous voyez, je peux changer les paramètres de la macro include. Là, ça inclut ce document-là. Voilà, je peux la rendre, c'est rendu, et je peux faire des modifications. Ça, c'est classique, vous connaissez, si ce n'est que c'est quand même un rendu. On a un rendu directement de macro en temps réel dans l'éditeur WYSIWYG, ce qui est assez sympathique. On a un mode full screen aussi, on a des choses comme ça.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des fonctionnalités simples, hein. Je vais aller dans des choses un peu plus avancées. Donc sur des pages, on peut aussi donc, commenter les pages classiques. Ce qui est un peu moins classique, c'est qu'on peut annoter. Il y a un module d'annotation. Donc par exemple, on peut sélectionner un bout de texte et puis faire CTRL et rajouter notation, blablabla. Et puis, voilà, vous ajoutez la notation. Et en fait, vous avez une petite annotation quand vous passez dessus. Vous pouvez le voir, donc les gens peuvent annoter, c'est un peu des commentaires in situ, ce qui est assez sympa. Si vous voulez utiliser le wiki par exemple pour écrire un article ou un livre même, les gens peuvent annoter et vous dire des choses à changer. Donc c'est sympa. Donc, je vais la supprimer. Hop. Qu'est-ce que vous avez? Donc le dashboard, vous avez vu là en fait, là je suis allé sur la page du dashboard elle-même. Je peux l'éditer. En fait, c'est un vrai dashboard, ça veut dire que vous voyez, je peux aller bouger si je veux les différents widgets. Par exemple, je peux mettre celui-là là, je peux en rajouter des gadgets. Donc vous avez en fait plein de gadgets qui sont en fait des macros qui sont disponibles dans le wiki. Par exemple, si je veux rajouter une boîte, voilà, je peux faire ça, select, je vais mettre le contenu, voilà, comme je vais dire n'importe quoi. Et là, donc ça me rajoute mon gadget. Ouais, bon, je peux mettre un titre, mon titre. C'est les titres par défaut. Et ensuite, voilà, je peux sauver. Et donc voilà, j'ai changé un peu le dashboard. Comme fonctionnalité de base intéressante, il y a une fonction de blog de base que vous avez. Lorsque vous demandez Wiki. Donc vous pouvez créer un blog post facilement. Vous arrivez donc, sur une page, vous avez toujours l'éditeur WYSIWYG si vous voulez, vous écrivez voilà, etc. Votre blog post, la catégorie, vous pouvez décider de le publier tout de suite ou plus tard. Vous pouvez décider quand il est publié. Cette fonctionnalité n'existait pas en Confluence, c'est pour ça que j'avais développé à l'époque pour une petite histoire. Et ça vous donne le blog post, vous pouvez revenir dans l'espace du blog, vous voyez tous les blog posts, et là les autres, on vient de rajouter. Voilà. Pour aller un peu plus loin, une dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, puis après on passera au cœur du sujet, c'est l'import de documents Office. Ça, c'est extrêmement utilisé par beaucoup de personnes qui l'utilisent dans le monde professionnel, qui utilisent XWiki dans le monde professionnel. Donc vous pouvez par exemple rajouter une page que vous prenez depuis Office, par exemple. Enfin, Office étant pour être Microsoft ou OpenOffice. Donc par exemple là j'ai fait importer une page depuis Office, je choisis le fichier, je vais prendre un document Word en l'occurrence. Je vais dire que je vais le mettre dans l'espace sandbox, je vais appeler ça, Office par exemple. Je vais filtrer les styles, parce que vous savez dans Word il y a beaucoup de styles différents, on va filtrer ça pour qu'on ait vraiment que le contenu principalement. Et puis j'importe, et vous avez voilà, un document là, qui a été importé, vous voyez, avec des images, des tables, encore d'autres images, c'est des liens. Ça c'est importé directement, et maintenant si je l'édite là, je peux éditer et en modifier. C'est devenu une page wiki traditionnelle avec un tableau, etc. Voilà, ça c'est un exemple, c'est une fonctionnalité sympathique. On peut faire la même chose en créant, si je rajoute, je vais vous faire juste une page. Si je crée une page où par exemple je vais mettre un attachement, en attachement je vais mettre un ODP, une présentation OpenOffice. Hop, je vous la rajoute. Et ensuite, je peux modifier la page et pour rajouter, on a une macro par exemple qui s'appelle une macro Office, qui va vous permettre de rendre directement le contenu qu'il y a. Donc là, j'ai appelé ça je crois. Non, c'est là. C'était press.odp, c'est ça. Donc là, ça importe en temps réel en fait, toute la presse qui est attachée.
vous voyez là, et là si je mets en full screen, hop, voilà. Donc là j'ai attaché un document, hop, il est mis, et directement il est visible depuis le wiki. S'il est modifié, une nouvelle version est modifiée, c'est dynamique, hein, tout ça, vous avez directement le truc. Notamment, donc ça il y a un attachement, donc totalement comme XWiki supporte WebDAV, vous pouvez très bien imaginer, vous travaillez, vous montez le drive WebDAV sur votre système, et puis tout ce que vous utilisez avec vos outils traditionnels pour éviter cette présentation, et hop, directement ceux qui vont dans la page wiki sont à jour en temps réel sur la modification. Bon, c'est juste un exemple de choses qu'on peut faire. Je vais m'arrêter là. Alors je vais vous montrer juste le profil qui est sympa aussi, profil utilisateur. Donc, vous avez différentes choses que vous pouvez configurer. Vous voyez votre activité dans le wiki, vous pouvez modifier vos informations, des préférences. Et watchlist, ça c'est intéressant, c'est toutes les pages que vous voulez suivre. Notamment par exemple s'il y a des modifications qui sont faites sur ces pages, vous pouvez recevoir un mail et décider si vous voulez l'avoir tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, etc. Et vous pouvez suivre, vous avez un réseau, vous pouvez suivre des personnes, dès qu'il y a des activités qui sont faites par ces personnes, vous pouvez aussi les voir, recevoir des mails. Et vous pouvez avoir votre propre dashboard. Dans la page d'accueil, il y a un dashboard, vous pouvez le remplacer par votre dashboard. Je vais m'arrêter là sur les fonctionnalités de base, il y en a encore beaucoup, hein, mais le but n'est pas de vous les présenter toutes, c'est juste de vous donner un petit goût de ce qu'est XWiki. Nous allons maintenant passer au cœur de notre présentation, pardon, c'est là, c'est-à-dire le XWiki en tant que plateforme de développement pour faire des applications web, et notamment des applications web collaboratives. Il faut le réveiller. Voilà. Alors, l'agenda, ça va être présenter qu'est-ce que XWiki finalement, les capacités de développement, et on verra, il y aura une démo par Denis de ces capacités de développement, et ensuite finalement pourquoi utiliser XWiki plutôt qu'autre chose, et ensuite une petite session de questions-réponses. Ah, je suis trop loin là. Bon, faut que je reste là. Qu'est-ce que XWiki? Alors, est-ce que c'est un wiki de première génération? Donc là, vous voyez Wikipédia, enfin MediaWiki derrière, qui vous permet donc de rajouter du texte ou des images. Donc XWiki, ça marche pas très bien. C'est ça, mais c'est loin d'être que ça. Est-ce que Wiki, c'est un wiki avancé? Un wiki avancé, c'est un wiki d'entreprise avec des fonctionnalités de type import document Office, comme je vous ai montré, intégration LDAP, pouvoir avoir une hiérarchie d'espace, mettre la sécurité au niveau où vous voulez, etc. Donc c'est ça, effectivement, mais ce n'est, si j'y arrive, ce n'est pas que ça. En fait, XWiki, c'est une plateforme complète de développement. Alors je vais vous montrer, parce qu'il y a quelques images, quelques screenshots d'applications développées avec XWiki pour vous montrer que vraiment, en fait, on peut faire plein de choses différentes. Donc là, c'est un exemple d'un site France 2025, qui était un site commandé par le gouvernement pour pouvoir que tout le monde participe à la vision de ce que sera la France en 2025 sur plein de sujets, qui avait été commandé par, je sais plus qui, Besson, je crois. Et donc, utiliser XWiki pour faire ça. Alors, vous voyez là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on peut avoir du texte non structuré, mais aussi, surtout, de la structure. Donc là, notamment des thèmes, par exemple, qu'on peut choisir avec des formulaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà un peu moins classique dans les wikis traditionnels. Curiki, c'est un exemple d'un site de e-learning, ou plutôt de création de cours collaboratifs. C'est fait par une initiative lancée par Scott McNeely, et qui a, je crois, je ne sais plus, plusieurs centaines de milliers de membres, donc c'est gros, et qui permet à des professeurs de créer des cours ensemble, en fait, directement en ligne, et à des étudiants d'accéder directement à ces ressources de cours. Donc un autre cas d'utilisation, vous voyez, ça n'a rien à voir avec celui d'avant, le look et les capacités sont différentes. Ça, c'est encore un autre, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste regarder juste les photos d'écran pour vous montrer les différences de ce qu'on peut faire avec XWiki. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, ça c'est un exemple d'un intranet, un gros internet, une grosse société, Aelia,
Notamment, c'est la société qui a tous les magasins relais dans les aéroports, notamment. Ça, c'est leur intranet qui est fait avec XWiki. Ça, c'est notre intranet XWiki-SS qui a un peu changé depuis. L'AFP qui utilise aussi XWiki. Voilà. Donc, je vais passer ça. Alors, donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein d'usages possibles et qui donnent des résultats complètement différents, en fait, les uns des autres. Alors, c'est quoi XWiki? C'est quoi la plateforme de développement XWiki? Alors, en fait, ça démarre... c'est comme un serveur d'application. Vous connaissez tous les serveurs d'application, un développeur Java. Un serveur d'application, ça vous offre des services que vous pouvez utiliser dans votre application, mais c'est des services techniques de type multithreading, sécurité, transactions, etc. Et bien XWiki, c'est pareil, c'est comme un serveur d'application, sauf que les services qu'il vous offre, ce sont des services plutôt orientés pour les applications web collaboratives, ce sont des services de plus haut niveau. Donc on voit que ça se base sur un moteur de servlet, n'importe lequel, et qu'au-dessus de ça, il y a beaucoup de services disponibles. Alors ça peut être des services d'annotation, qu'on a vu en utilisation tout à l'heure. Ça peut être le service de log, service d'événements sur un bus d'événements, service WebDAV, service de stat, de skin, de stockage, d'éditeur wiki, d'éditeur WYSIWYG, de rendering, etc. Et en fait, la plateforme XWiki a plus de 400 types de services comme ça, qui sont disponibles. Alors où depuis votre application, vous voulez coder, vous pouvez coder votre application directement au-dessus de ces services, en Java notamment. Et vous pouvez aussi directement accéder à tous ces services depuis le runtime XWiki, depuis des pages de XWiki. Donc dans une page XWiki, vous pouvez mettre du script et vous avez accès directement à l'ensemble de ces services. Et donc on verra ça dans une démo avec Denis tout à l'heure. Donc il y a les deux possibilités. En général, on mixe les deux. Une application XWiki, c'est un mix de code Java qui accède à ces services ou de pages wiki. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on est capable de tout faire avec page wiki. Après, en termes de best practice, en général, on a des règles qui font qu'il y a des choses qui sont bien de faire dans les pages wiki, d'autres qui sont moins bien. Alors les usages sont multiples, on en a vu quelques-uns. Ça peut être pour créer un blog, un intranet, des notes de meeting, une gestion de projet, pour gérer de la documentation, du knowledge management, gestion de demande de vacances. Enfin, vous voyez, c'est extrêmement varié. Et on verra tout à l'heure que tout ça, en fait, permet d'utiliser XWiki comme un outil vraiment très versatile pour créer des petites applications ad hoc. Alors, on va rentrer dans les capacités de développement. Ça, c'est le cœur du sujet, en fait. Alors, en fait, il y a plusieurs points d'extension. XWiki, c'est donc une plateforme qui tourne déjà. Quand vous le téléchargez, ça tourne. Et vous pouvez le modifier. Et modifier toutes les parties que vous voulez, en fait. Et vous pouvez modifier un petit peu ou modifier beaucoup. Et vous êtes capable, en fait, de transformer les services que vous avez déjà pour réaliser ce que vous avez envie de faire avec. Alors, vous avez plusieurs façons de modifier XWiki. Donc, vous pouvez mettre du script dans les pages wiki. Alors, vous pouvez coder ces scripts en Groovy, en Velocity, en Python, en Ruby, même en PHP. Pour les fous qui voudraient essayer de faire ça en PHP, pour les pages wiki, mais pourquoi pas? C'est intéressant, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont encore fait, mais on l'a fourni parce qu'on pensait que c'était intéressant. En fait, pourquoi? C'est parce qu'en fait, les gens en PHP arrivent à réaliser des sites extrêmement rapidement, ce qu'on n'arrive pas à faire dans le monde Java aussi rapidement qu'eux en général. Et on s'est dit que XWiki, c'est un peu la même philosophie de pouvoir réaliser facilement un site par exemple avec. Donc c'était intéressant de pouvoir avoir ces personnes-là qui rejoignent un peu le monde aussi de XWiki. Le deuxième point, et le point le plus important, c'est qu'on est capable de rajouter n'importe quel type de données structurées à des pages. Dans un wiki traditionnel, et c'est ça qui fait que XWiki est différent de tous les autres wikis. Donc Confluence par exemple, ou les autres, c'est qu'on est une page, c'est pas juste du contenu texte, c'est du contenu texte, mais on peut rajouter des données structurées qu'on définit elles-mêmes dans des pages wiki et qu'on utilise ensuite, et on peut rajouter n'importe quel type de données à des pages et ensuite les utiliser pour présenter quelque chose basé sur ces données. Denis va expliquer ça en détail tout à l'heure. On peut créer des nouvelles macros, que ce soit donc en Java derrière ou dans des pages wiki directement. On peut créer des nouvelles skins, encore une fois que ce soit sur le file system ou dans des pages wiki. On peut créer carrément des skins
depuis les pages wiki. Je crois que c'est ce que tu montres, Denis, après. On peut rajouter des extensions à ces skins, on peut rajouter des thèmes. Les thèmes, c'est les couleurs. Une fois que vous avez une skin, vous pouvez changer les styles des couleurs. Et puis en fait, tout XWiki est développé sur la base de composants. Et donc il est possible directement, soit en Java par exemple, de remplacer ou d'ajouter, de remplacer n'importe quelle partie de XWiki, ou bien de rajouter des nouvelles fonctionnalités directement en tant que composant. Alors Denis, je vais te laisser la parole pour la démo. Juste avant, sur la partie composant, comme Denis ne montre pas cette partie-là, parce que ce que va faire Denis, c'est principalement dans des pages wiki. Hein. Donc je vais juste vous montrer, techniquement c'est quoi un composant XWiki, c'est vraiment simple. Hein. C'est une interface, vous voyez là-haut, si vous voyez, je ne sais pas, et une implémentation de cette interface avec des annotations pour dire, voilà, ça c'est le component role, c'est ce que fait c'est là où on définit l'interface du composant, et add component dessous, c'est là où on fait l'implémentation. On peut lui donner un petit nom, puis avoir un CPV, dire si c'est un singleton ou pas. Et ensuite, une fois qu'on a un composant, on implémente l'interface et on peut se faire injecter d'autres composants simplement en utilisant la GSR 330, @inject et @ned. Oui, les providers sont aussi supportés, comme dans la GSR 330. Et derrière, on a une implémentation, on a un moteur de composants qui permet de gérer et d'ajouter dynamiquement, d'enlever dynamiquement des composants en runtime dans le wiki, enfin dans le système. On aurait bien aimé utiliser un moteur de composants existant. Le problème de Juice, c'est qu'à la base il est statique et pas dynamique, et même s'il y a des extensions maintenant un petit peu qui permettent de le faire, mais c'est pas génial. Et on aurait bien aimé essayer d'utiliser CDI, parce que c'est vraiment, j'aime beaucoup personnellement, mais il n'est que statique, il n'est pas possible de rajouter dynamiquement des composants dans CDI. Donc pour l'instant on reste avec notre implémentation en attendant qu'il y ait une solution. Il y a OSGI, bien sûr, je ne sais pas si quelqu'un a dit OSGI, j'ai cru. On a commencé à regarder, c'était un peu compliqué en fait pour nous. Voilà, je vais passer la parole, on pourra reparler de ça si ça vous intéresse plus tard. Donc, tiens, Denis. Vous m'entendez, hein, c'est bien? Bon, alors, moi je vais essayer de vous faire une démonstration qui consiste à faire un site web pour un de nos clients. Le client s'appelle le CNAM Poitou-Charentes, c'est un organisme d'enseignement français qui diffuse donc des cours en ligne, enfin des programmes qui veut vendre ses cours en ligne et donc qui désire montrer aux utilisateurs les cours qu'il diffuse. Alors, qu'est-ce que voulait ce client précisément? Diffuser ses cours, certes, mais il voulait aussi afficher des informations pratiques pour y assister. Il souhaitait fournir des news régulières pour attirer les gens sur le site. Il veut également créer ses propres pages dont on ne connaît pas encore trop de contenu parce qu'au moment où ils définissent le projet, ils ne savent pas encore trop ce qu'ils veulent montrer. Et puis surtout, ils veulent tout ça facile à utiliser, ils ne connaissent pas Internet, ce sont des administratifs, donc il faut quelque chose de simple pour modifier leur site web. Et enfin, ils veulent tout ça, mais dans 2 semaines, parce qu'ils ont une expo, et ils veulent avoir leur site web tout neuf, tout beau pour leur future expo, parce que leur vieux site ne leur plaît plus. Et donc le challenge, c'est de faire tout ça en 2 semaines. Et nous, aujourd'hui, on va le faire en 30-40 minutes. Et donc, ça va être facile, vous allez voir. Alors, évidemment, ce client a déjà des données, il ne va pas recoder tous ses cours dans le wiki, donc il a une base de données. Là, on a un schéma qui va vous rappeler certainement un schéma de base de données relationnelle. Dans ce schéma, on voit que le client, en fait, a des pôles qui contiennent des spécialités, qui eux-mêmes contiennent des diplômes, et les diplômes mènent vers des cours qu'il faut suivre pour obtenir ces diplômes. Voilà. Alors, pour stocker ces données dans le wiki, on va utiliser les documents XWiki et on va utiliser la partie structurée de ces documents. Alors, je voudrais faire un petit détail sur comment fonctionne une page XWiki aujourd'hui. Donc là, sur la droite, je vais peut-être prendre. Là, on a la page XWiki telle qu'elle est affichée. Elle est scindée en 2 parties essentielles.
Le haut de l'écran vous montre toute la partie présentation. C'est les skins, c'est des panneaux additionnels de navigation, c'est des templates pour formater la page comme on souhaite. Et puis, dans le bas, on a le document XWiki, le XWiki document, qui contient non seulement un contenu éditorial, mais aussi éventuellement un contenu de programmation, un script qui va pouvoir exploiter des données structurées. Ces données structurées, on les appelle des X-objects, et pour les définir, on utilise une X-class, qui elle-même, en fait, est stockée dans un document. Donc, lorsque l'on veut structurer des données, on crée d'abord une X-class, on fait des instances d'X-objects, et on utilise du scripting pour le mettre dans le contenu. Je vais vous montrer ça en vrai. Alors, donc, j'ai installé un wiki de base, comme celui que Vincent vous a montré tout à l'heure. Et donc, je vais commencer par créer une classe pour ce wiki. Donc, je vais ajouter une page. Voilà. Et où? Qu'est-ce qu'il me fait? Pardon, voilà. C'est pas ça. Et où? Merci. Créer une page. Donc, j'ai créé une page pour stocker ma classe. XPB. Final. Voilà. Et ça ne va pas le faire, ça. Hein. Ah, mais c'est là, je vais ça. Pardon. XPB. Final. Et la page, je vais l'appeler pôle classe. Je vais créer une page. Oh. Je vais créer une page pour créer le pôle classe. Alors, j'ai pas envie de mettre du contenu dans cette page. J'ai l'éditeur de contenu. Ce que je veux mettre dans cette page, c'est une classe. Donc je vais une propre éditeur de classe. Alors dans l'éditeur de classe, je vais pouvoir ajouter des propriétés à ma classe. Donc le pôle, il a un identifiant, PID, qui est un numérique. Je l'ajoute. Il a un nom, c'est une string. Je précise que c'est une string. Je l'ajoute. Voilà. Maintenant j'ai un PID. Je peux lui donner un nom plus précis, pôle identifier, par exemple. Je peux customiser un certain nombre de paramètres d'affichage, pour ne pas rentrer dans le détail là. Je peux préciser que ce n'est pas un long, mais un integer. Je sauve ma classe. Alors, il faut être tolérant, mon Mac il est un peu vieillot, donc il n'a pas les performances d'un serveur XWiki en général, donc des fois un petit peu long. Je vais créer une deuxième classe que je vais appeler spécialité classe. Alors cette spécialité, elle va aussi avoir un identifiant, donc un SID, numérique. Puis cette spécialité, elle fait partie d'un pôle. Donc, je vais vouloir stocker le lien qu'il y a entre la spécialité et le pôle. Donc, je vais créer un champ pour stocker ça. Et je vais dire que c'est une database list. Et je vais pouvoir référer la classe que j'ai utilisée tout à l'heure pour choisir les valeurs qui vont rentrer dans ce champ. Vous allez voir ça juste après. Évidemment, cette spécialité, elle a un nom, donc au minimum, je lui crée un nom. Bon. Voilà. Alors, pas paramétrer la classe pôle. Donc, dans le pôle, au niveau du pôle, je vais dire que ce champ va contenir des objets d'une autre classe, la classe que j'ai créée juste avant, la classe X, class, que j'ai créée juste avant. Je vais dire que dans ce champ-là, on va stocker le PID dans la base de données. Mais qu'à l'utilisateur, on va présenter le nom de la valeur, parce que c'est beaucoup plus sympa qu'un identifiant bidon. Alors, on peut continuer comme ça pendant un certain temps à créer l'ensemble des classes que je vais utiliser. Je vais reprendre 30 secondes de schéma pour vous montrer que ces classes donc, vont être utilisées pour définir des objets. Les classes
sont en gras et les objets sont représentés par des rectangles à coins arrondis. Ces objets sont stockés dans des documents qui sont sur ce schéma représentés par des coins carrés. Ainsi, si je prends un exemple, là, en plein centre de l'écran, vous avez un document qui s'appelle UE et avec un identifiant qui va stocker en fait un cours du client. Dans ce cours, on va trouver une classe UE class qui va définir les caractéristiques du cours, le nom du cours, le contenu du cours, etc. Et il va contenir également un ensemble d'objets, plusieurs instances, d'une classe UE proposée classe, qui va dire quand ce cours a lieu, dans quel centre, à quelle heure, quel jour. Donc il y aura dans le même document expliqué pour le cours, à la fois la description du cours et la description d'un ensemble de programmation pour ce cours. Et on a la même chose avec les diplômes, qui contiennent à la fois le diplôme et ses caractéristiques, par exemple, et les groupes de cours qui sont utiles à ce diplôme. Et ainsi de suite, tout le schéma est construit comme ça. Alors, on sauve ça, on est dans le template. Il n'y a pas d'objet dans le template. Donc on n'a rien à voir là. Ce qu'il faut qu'on aille voir, c'est notre document. Celui qui inclut le template. Celui. Voilà. Voilà le document. Celui qu'on avait juste avant, maintenant inclut le template qu'on vient d'écrire. Et donc il affiche l'ensemble des informations du cours. Bon, c'est pas très joli, hein, j'ai fait quelque chose de simple. Nom du champ, valeur du champ. Mais on n'a pas que ça grâce à la fonction display, parce que si on passe en mode édition formulaire de ce truc, on a ça. Et on peut éditer l'objet qui est dans le document directement. Et à nouveau là, on n'a absolument rien écrit pour faire ça. Et on a tous les avantages de la description de classe et de données qu'on a fait précédemment. Et donc on peut changer l'objet, puis le sauver comme on sauve quand on édite un document de contenu. Quand vous êtes en mode utilisateur du wiki, le menu Edit qui est là, il n'est pas avancé comme ça, il est réduit, juste Edit. Et quand on a un document qui se trouve dans cette situation-là et qu'on pousse sur le bouton Edit, on n'édite plus le contenu, on édite ça. Donc l'utilisateur final, il ne voit jamais le script, ni la technologie qu'on a mis derrière. Et il a l'impression de pouvoir éditer une page structurée. Alors, évidemment, bon, c'est pas super joli là, et notre client il souhaite avoir un vrai site avec son image, son logo, et toute la présentation qui va avec. Alors, pour ça, on a un espace d'administration dans lequel on a une section Look and Feel qui permet de choisir la présentation, les éléments de la page et les panneaux qu'on affiche. Au niveau de la présentation, on a deux éléments différents. On a une skin qui va vous permettre de tout changer, mais vraiment de tout changer sur la présentation de la page. Et on a un color team qui vous permet juste, lui, de faire des ambiances. Donc on peut utiliser la combinaison des deux pour avoir à la fois des ambiances différentes dans certaines parties du site et une page qui a une bonne tête. Alors, les color teams, on peut en ajouter très facilement. Ben, c'est quoi c'est des classes XWiki, des objets XWiki. Ça fonctionne exactement de la même manière derrière que ce que je viens de montrer pour mes données clients. Si j'essaie de créer un nouveau color team, voilà. Alors on a un bel éditeur de color team où on peut préciser les couleurs, on a même un choix de couleur dynamique où on peut taper la valeur de la couleur qu'on veut avoir. Par exemple, mon client il est plutôt rouge, donc je vais taper des couleurs en rouge. Donc là, il va paramétrer comme il faut. Voilà. Et immédiatement, vous avez vu, au-dessus, ça se corrige. C'est une nouvelle couleur qui vont apparaître. Après, je peux appliquer le thème que je viens de créer. Donc, application du thème qu'on vient de créer. Hop. Ah non. Idiot. Désolé. Save. Voilà. Et on passe en menu rouge. Bon, pareil,
quand on veut changer la structure de la page, on va vouloir modifier la skin. Donc ici, on va changer notre skin. On va créer une skin appropriée au client. Alors, une skin, c'est un document. Comme je vous le disais, ça fonctionne toujours sur le même principe. On utilise des objets. Et pour faire une skin, on a juste à mettre dans un document une XQT Skins. C'est un peu la méthode background. Je vous ai montré le color scheme avec l'interface jolie qui va bien. Là, je vous montre la méthode hardcore. Je crée une skin en utilisant l'ajout d'un objet XQT Skin dans un document. Alors, une skin, elle porte un nom. Elle utilise une skin de base. Comme ça, on va hériter une méthode de CSS de cette skin de base. On ne va pas devoir éventuellement tout refaire de zéro parce qu'on a droit à toute l'interface de display, on a aussi toute l'interface d'édition qui se trouve au même endroit. Donc on a intérêt à commencer avec une skin de base et à la faire évoluer plutôt que de refaire tout de zéro, ce qui serait extrêmement lourd. Alors, on va mettre des styles dans notre skin, donc ça c'est du CSS. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas... Hop là. Ça c'est de la CSS pure, vous connaissez bien. Ça va overrider la skin de base, ce qui me convient. Mais dans cette skin, on va aussi pouvoir mettre des templates. Alors, la page d'un XQT, elle est constituée exclusivement de templates Velocity. Et par exemple, le champ View ici, c'est le template. On utilise le par défaut parce qu'il est vide. C'est le template de visualisation. Et le champ Edit là, c'est le template d'édition. Mais ces deux templates-là qui font toute la page, donc si vous voulez tout modifier, vous modifiez ça. Ils incluent d'autres sous-templates, un header, un footer. Donc ici, on va se contenter de choper un header. Donc c'est du Velocity qui refait le header de la page. Et on va se prendre un footer. Voilà. On va sauver ça. On va aller dans l'espace d'administration, on va dire on veut cette skin. Cette nouvelle skin là. Présentation. Maintenant je veux client PCH skin. Save. Tant plus. Je vais Je vais fermer l'air ski, si vous voulez tout à l'heure. Attends, je vais essayer. T'as même reset modification sur la page. Ça va finir. C'est curieux. Non, parce que on va changer l'header, donc... Attendez. Présentation. On est dans ici. Pas PCH. Ah oui, c'est le PCH. Oui. Tiens, il y en a un qui suit. Hein? Il y en a un qui suit, j'ai pas. Ah, voilà. On fait toujours un coin dans une démo. Hein. Donc, on a immédiatement la skin qu'on a modifiée. Bon, elle n'est pas encore super jolie. Raison pour laquelle je vais augmenter un tout petit peu ça. Et je vais importer à la fois une skin tout à fait finie, qui sera un peu plus jolie. Et je vais aussi importer tous les templates pour les listes, pour les spécialités, les pôles, les cours. Je vais apporter des templates qui vont permettre d'afficher les données qui sont dans ces éléments-là et de façon plus sympathique. Et donc, si on va maintenant revoir notre document FPG 105, toujours le même que tout à l'heure, hein. On ne change pas. Alors, voilà la tête qu'il a. Bon, là, on a changé de template, on a fait un template un peu plus élaboré. Pas de programmation ici, c'est de la CSS. Hein, donc rien de spécial sur le fait qu'il y a des onglets là, c'est que de la CSS. Et donc là, on a à peu près la présentation mon client veut. On est très content. Bon. Mais on ne sait pas accéder à cette page facilement.
Donc, on va avoir besoin de proposer un outil de navigation dans les données du client. Alors là, le client, il ne sait pas trop comment il veut sa présentation, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui construire des outils pour pouvoir faire cette navigation comme il l'entend. Et éventuellement, même éditorialement, utiliser ces outils un peu partout dans son site. Pour ça, on va créer des macros. Alors, on va créer une nouvelle macro. Parce que j'ai pas le... J'ai mon truc là, ouais. Hop, page. Donc, on va créer une nouvelle macro. On va créer une macro CNAM liste spécialité. Donc, déjà, rien que au nom de la macro, on a une petite idée de ce que ça va faire. Alors, une macro, c'est quoi? Ça veut dire, je vous répète, mais c'est un objet, pardon, pas une classe. Donc, on prend l'éditeur d'objet. Une macro, c'est quoi? C'est un objet de type XWiki macro classe. J'ajoute cet objet. Voilà ma macro. Bon, elle va s'appeler liste spécialité. Elle va lister les spécialités. On va décrire un peu plus parce que dans l'éditeur WYSIWYG que vous a montré Vincent tout à l'heure, on a une super interface avec des descriptions de tous les éléments de la macro pour l'utiliser pour le client. Donc là, on va mettre de la description, liste, les spécialités, etc., blablabla, pour que le client il sache de quoi il retourne. On va définir une catégorie propre, comme ça le client il la retrouvera facilement, celle que moi j'ai écrite pour lui, on va mettre dans la catégorie CNAM. Et puis, on va préciser si notre macro, elle supporte le mode inline. En fait, une macro, quand elle est insérée dans le document, elle peut soit être un paragraphe, soit être un mot dans une phrase. C'est ça le mode inline. Donc si on est dans un mode d'une phrase, si on vient mettre une liste UL, LI, etc., on ne va pas trop le faire. Ben, je vais quand même supporter l'option, et je vais écrire ma macro pour que ça fonctionne dans les deux cas proprement. Alors, la macro, on ne veut pas juste le current user, c'est-à-dire l'administrateur que je suis qui la voit, on veut que tout le wiki la voit, comme ça tout le monde va pouvoir s'en servir. Et cette macro n'a pas de contenu. En effet, la macro va exploiter des données structurées, mais elle n'a pas de contenu elle-même. On peut imaginer des macros comme la macro box que Vincent utilisait tout à l'heure, qui exploite son contenu. Donc là, elle n'a pas de contenu. Et puis donc, on va écrire un peu de macro code. Alors, un nouveau macro. Voilà. Alors, de nouveau, j'ai écrit ça en Velocity, histoire de faire simple. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette macro? C'est que si elle veut lister des spécialités pour un pôle donné, parce qu'on ne va pas mélanger toutes les spécialités du client, on va les lister par pôle, elle va avoir besoin d'un paramètre. Alors, on va ajouter un paramètre à notre macro. Un paramètre de macro, c'est une XWiki macro paramètre class que j'ajoute. On va faire un paramètre pôle. C'est un paramètre dont on a absolument besoin. On peut le décrire à nouveau pour que l'interface l'affiche avec toutes les informations pour que le client puisse choisir la bonne valeur. Et donc, on va pouvoir récupérer dans le contexte de cette macro le paramètre pôle qu'on vient d'ajouter. On va récupérer également le mode inline pour savoir si la macro est en mode inline au moment où elle s'exécute ou pas. Ensuite, il va falloir qu'on sélectionne dans le wiki les objets qui nous intéressent. Et là, on va avoir recours, j'aurais bien augmenter un tout petit peu la taille, non? Ça aide un peu. On va utiliser un service XWiki, qui est le service Query, qui est un langage XWQL, qui est une version dérivée de JQL, c'est ça? JPQL. Qui permet en gros, certains d'entre vous peut-être déjà utilisé, donc de décrire une requête SQL avec une syntaxe d'objet Java. Donc là, j'ai ma requête qui va sélectionner dans les objets du document, les objets de type spécialité classe, qui va aller chercher le nom et l'identifiant de la spécialité. Donc, on cherche dans tout le wiki. Tous les documents du wiki, il cherche les documents qui ont un objet de tous les documents qui ont un objet spécialité classe du wiki vont être trouvés par cette macro, vont être ramenés, et on va limiter notre recherche au pôle qui nous intéresse.
Donc après, on va recevoir un résultat qui est rien d'autre que les mêmes résultats qu'on obtient avec une requête classique. Donc un tableau de colonnes. Et en fonction du fait que la macro est inline ou qu'elle est pas inline, ben on va utiliser ce résultat pour créer une liste de liens avec des virgules ou une liste UL-LI bien correctement formatée. Voilà. Alors je sauve ça. Alors, moi j'ai pour habitude, dans le document, dans le contenu d'un document macro, de mettre un exemple de ma macro, vérifier qu'elle marche, et puis ça me permet d'avoir un développement itératif. C'est-à-dire que si elle ne marche pas, chaque fois que je sauve mon document et que je regarde le contenu, bah, je vois tout de suite si ma macro est encore en bon état ou si elle est complètement explosée. Donc, j'utilise pour ça un template qui décrit la macro dans le document macro, c'est toujours sympathique, et j'ajoute du code sample qui va utiliser ma macro. On va le voir en mieux dans le document. Vidéo. Allez, petite machine. C'est un vieux Mac. Ah non. Voilà. Donc, il a exécuté 2 fois la macro dans l'opération. Donc c'est un vieux Mac avec une base MySQL qui est RAM. C'est pour ça que ça met un peu de temps. Il a exécuté 2 fois la macro. Là, on a une version pas inline de ma macro qui est appelée, donc les spécialités, je précise le paramètre pôle, je prends le pôle qui a l'identifiant 1, et j'obtiens la liste des spécialités qui correspondent à ce pôle avec des hyperliens vers les documents spécialités. Et si je la mets inline, ça se passe ici, là, voilà, là je suis au milieu d'un texte, j'ai mis ma macro en ligne au milieu d'un texte. Alors à ce moment-là, au milieu du texte, j'ai droit à une liste avec des virgules. Donc ça se présente bien inline, ça se présente bien pas inline. Le client peut utiliser ça partout dans le site. Il peut écrire sa macro avec l'éditeur visible comme il veut et lister les spécialités. Et s'il suit le lien d'une spécialité, bah, on tombe sur le document spécialité qui va vouloir exactement faire pareil, qui va vouloir lister les diplômes avec une macro liste diplôme que je n'ai pas encore écrit, et qui va vouloir lister les unités avec une macro liste unité. C'est ce que j'ai écrit dans le template du diplôme. Dans la sheet du diplôme qui va afficher les données du diplôme, j'ai écrit ça. Donc là, on ne va pas se palucher toutes les macros qu'on a écrites pour ce site. Donc je vais importer les macros. J'en profite aussi pour apporter un peu des pages statiques éditoriales du client qui vont habiller le site. Voilà. Donc, maintenant, si je refresh cette page-ci, on a les macros diplômes et liste d'unité d'enseignement. Donc on voit la liste des diplômes qui correspondent à la spécialité que j'ai choisie là. Et on a la liste des unités d'enseignement qui correspondent. Et si on va dans une unité d'enseignement et qu'on regarde le programme dans le parcours de cette unité, on a la liste des diplômes dans lesquels elle apparaît. Et tout ça fonctionne à partir de macros. Tout simplement. Alors, comme Vincent nous a déjà montré un petit peu l'usage du wiki, je vais passer cette partie-là qui n'est pas très fun. Et je vais aller directement apporter des actus et des panneaux. Alors, je vais quand même vous montrer l'interface de panneaux, parce que moi je trouve qu'elle est chier. J'ai trop envie. Donc, quand vous allez à la présentation, administrer wiki, dans Look and Feel, il y a un panel wizard qui vous permet de gérer les panneaux additionnels. Vous avez vu qu'on a un panneau Quick Links là et un panneau My Recent Modification. Ce sont les panneaux standards du XWiki. Mais évidemment, pour le site public du client, on n'a pas trop envie de ça. Donc ces panneaux-là, on va les retirer, mais on ne veut pas. On va sauvegarder ce layout. Puis, on va aller dans l'espace qu'on va consacrer à l'accueil du client. Donc, la page home se trouve dans l'espace accueil. On va relancer le panel wizard sur cet espace accueil. Et pour cet espace uniquement, on va afficher un certain nombre de panneaux, donc on va les choisir. D'abord, on va dire qu'on veut les panneaux, on va expliquer où on les veut. Donc, moi j'ai vu les panneaux à droite, c'est ce que le client m'a demandé. Et dans les panneaux qui seront à droite, là, le client il veut voir ça. Il veut un accès à Pléiade, c'est un outil de chez eux. Il veut une petite publicité pour son espace entreprise.
et il va afficher les actualités de son site. Voilà. C'est là. Maintenant, je vais sur la page d'accueil du site. Voilà, j'ai une page d'accueil sympa, avec les panneaux que client voulait. J'ai apporté évidemment le contenu de la page d'accueil, hein, qui est de la syntaxe XWiki tout à fait classique. Et cette page d'accueil exploite les macros qu'on a écrit, de la macro qu'on a écrit tout à l'heure, les spécialités, pour lister par pôle, les pôles sont en gras rouge, pour lister par pôle les spécialités correspondant à leur pôle. Alors, maintenant on a une navigation, on peut aller jusqu'à naviguer hiérarchiquement dans toutes les menus clients. Et ce qu'on voudrait, c'est aussi rechercher, je sais pas, tous les cours qui parlent de Java ou d'autres choses. Et donc là, on a besoin d'un système qui fait de la recherche et de la liste de résultats. Et pour faire ça, on a une technique dans XWiki qui s'appelle la Live Table, qui permet de produire des tables dynamiques de longue taille, sans risque d'exploser le navigateur. Et je vais vous montrer que c'est très facile à mettre en œuvre. On va créer une table dynamique. Alors, en fait, on a dans le site déjà, on a un hyperlien à la recherche de cours. Ça, c'est la page éditoriale du client. Si on quitte cette page, on voit qu'il appuie un peu éditorial, et puis ça inclut la page technique qui va contenir la table dynamique. Alors, la page technique, on ne l'a pas encore écrite, donc on va l'écrire maintenant. Je vais chercher un peu du code pour cette page technique. Hop. Et vous allez voir que le code n'est pas extrêmement compliqué. Alors, pour écrire une table dynamique, on définit les colonnes que l'on veut dans la table. On définit les propriétés de ces colonnes suivant besoin. Ici, c'est un peu plus complexe que d'habitude, je crois, Vincent. C'est plus simple dans la table dynamique classique. Sur ce client, on a fait des choses un peu magiques après. On a ajouté de la métadonnée, donc ça montre qu'on peut étendre évidemment le système. Mais la table dynamique que je vais utiliser là est la table native. Hein. Donc elle ne va pas utiliser toutes les métadonnées qui sont là, mais on va en tout cas décrire les filtres que l'on veut sur cette table dynamique éventuellement. Et on va dire, on va afficher dans la table dynamique la classe UE proposée classe. Donc on va afficher dans cette table dynamique les programmations des cours. Et alors, une fois qu'on a défini ces quelques paramètres-là, le nombre de rows qu'on veut par page, le nombre de pages, etc., qu'on veut afficher pour la navigation, enfin les paramètres d'affichage de la table, on appelle la macro Live Table, qui est fournie en standard dans XWiki, et on obtient immédiatement une table dynamique qui se charge dynamiquement donc, qui est un peu large ici parce qu'on n'a pas de traduction sur les en-têtes de colonnes. Mais qui permet de naviguer de page en page. Je vais charger immédiatement les traductions, ça sera plus fait. Parce que j'en profite pour le dire, XWiki est multilingue, donc vous pouvez créer un wiki qui a plusieurs langues, et vous pouvez faire des pages qui sont multilingues elles-mêmes au niveau de la programmation, et utiliser pour ça des bundles de traduction qui sont fort semblables à ceux que vous utilisez sous Java pour pas vous casser les pieds avec les langues, vous utilisez des identifiants et vous avez ce qu'il faut. Donc, je reprends cette page-là, je vais repartir de la page d'accueil, et je vais aller sur la page éditoriale du client, rechercher un cours, et au final, voilà ce que ça donne. Et donc, si on a cette table dynamique-là, et que l'on veut trouver, je ne sais pas, moi, tous les cours du soir, on peut pouvoir choisir tous les cours du soir. Il a été chercher les métadonnées dans la base de données pour savoir quelle liste de possibilités on avait. J'ai rien écrit pour faire ça. Et là, j'ai plus que les cours du soir. Et si je clique sur une roue quelconque, je vais aller voir la description du cours. Si tu veux filtrer sur le libellé. Et si tu veux filtrer sur le libellé, bac, hop, là. Si tu veux filtrer sur le libellé, tu peux taper ici vers Java. On a des cours de Java. Et je peux filtrer que les cours du soir qui parlent de Java, alors tout ça. Et je veux tous les cours qui parlent de Java. C'est un peu étonnant comme ça. Alors là, il y en a 3. C'est pas vraiment la spécialité du CNAM, manifestement. C'est honteux. J'ai pas trouvé leur cours informatique très fun. Voilà, alors dans ce wiki qui est là pratiquement, dans ce site web maintenant qui est pratiquement fini, il y a encore un truc qui va vous perturber pour un site web, c'est qu'on a
les menus de navigation de XWiki. Mais la scheme a été prévue pour ça. Elle met les menus de navigation que si le gars est connecté avec un droit d'édition. Là, on est connecté en tant qu'administrateur. Donc, c'est pas vraiment idéal. Mais si je quitte la session, voilà, j'ai plus de menu. Et j'ai un vrai site web. Et dans ce site web, j'ai des tas de trucs qu'on n'a pas écrits, que je n'ai pas développés, mais qui fonctionnent en même temps. Notamment un champ de recherche qui se trouve dans l'entête là, et qui se trouvait dans l'entête de XWiki standard, et qui est toujours là. Et ce champ de recherche, il fonctionne toujours. En plus, il y a un truc assez sympa d'autocomplétion, qui trouve un peu à la méthode Mac, Spotlight, les données. Et puis derrière, il y a une page de résultats tout à fait standard de XWiki qui permet à nouveau de retrouver les informations par la méthode standard en texte intégral. Attention, ça c'est Lucene qui fait le boulot. Ça indexe tous les contenus de documents, ça indexe tous les attachments du wiki, les PDF qui sont attachés, tous les documents que Lucene digère sont indexés en texte intégral là-dedans, ils sont retrouvés. Donc ça fait beaucoup plus et bien différent de ma table de recherche de cours, qui elle se limitait à rechercher dans une caractéristique donnée particulière. Moi, j'ai rien écrit pour ça, hein. C'est venu tout seul. J'ai juste fait le skin pour que le client soit content et c'était bon. De même, le client voulait publier ses news, je vous l'avez dit au début, bah, le blog qui a montré Vincent tout à l'heure, il sert à publier les news. On va juste reskinner un peu aussi pour que ce soit comme il voulait, mais rien de plus. Et ces news-là, on peut les avoir, voilà, le lecteur RSS que j'ai est un peu pourri. Une belle macro, une belle extension Chrome qui n'est pas très... Ah, c'est un jeu. Non, mais des fois elle marche. Hein. Attends. On va la refaire. Hein? Et donc là, on a les news. En RSS. De nouveau, il a développé un écrit pour faire cette partie-là. Voilà. Ça clôture ma présentation, là, ça. Tu peux peut-être dire maintenant encore plus sur les merveilles des XWiki. Merci, Denis. Donc ça c'est la démo, donc construire un site web avec XWiki. Donc j'espère que ça vous a plu, vous a donné quelques idées sur les capacités de XWiki. On a plusieurs parties, c'est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus d'autres choses aussi. Mais déjà ça permet de faire des choses assez spectaculaires. Oui, on a fait des choses simples, enfin, des choses plus compliquées également. Alors justement, donc vous avez vu Denis parler du blog qu'il utilisait, qui était déjà là, la recherche qui était déjà là. Et au début, je vous ai parlé d'une plateforme avec plein de modules disponibles pour vos applications. En fait, on a donc un site extension.xwiki.org qui liste donc toutes les extensions disponibles que vous pouvez utiliser directement depuis votre wiki en tant qu'utilisateur de wiki ou en tant que pour votre application que vous avez développée, customisée. Donc à l'heure d'aujourd'hui, non d'ailleurs c'est faux, c'était pas à l'heure d'aujourd'hui, parce que ça c'était il y a quelques temps, il y avait 464 extensions, aujourd'hui il va y en avoir 480, choses comme ça. Et il y a tout, vous voulez par exemple un gestionnaire de meeting, le meeting manager, vous l'avez là, vous voulez un forum, vous l'avez là-dedans, donc le blog j'en ai parlé, vous voulez un outil pour faire des présentations, on a des conférences par exemple, Denis t'a pas montré, mais toutes les slides de Denis sont en fait dans XWiki et ça tournait directement dans des pages wiki. C'était un document. C'était des documents. Ouais. Chaque slide est un document en fait. Des sous-titres. Voilà. Ça fait des slides. Donc vous en avez plein, vous voyez, l'intégration mindmap, vous avez tout ce que vous voulez, il y en a des tonnes et il y a beaucoup de contributeurs et des gens qui en contribuent régulièrement. Alors pourquoi utiliser XWiki? En fait, quels sont les avantages plutôt, ou les inconvénients d'ailleurs, on va parler d'eux, à utiliser XWiki? On en a listé quelques-uns. Alors le premier, ça c'est un concept que j'aime beaucoup, et c'est personnellement ce qui m'a fait rejoindre le projet XWiki, le projet open source XWiki. C'est le fait que je voyais XWiki vraiment comme un wiki spécial. À l'époque, j'avais appelé ça un wiki de deuxième génération, par opposé à tous les autres wikis que je voyais.
Maintenant, on appelle plutôt ça Next Generation. Comme ça, si quelqu'un prend une deuxième génération, on est celui d'après. Et en fait, c'était un wiki, il y a plusieurs termes. Donc, moi, j'avais appelé ça la Second Generation. Il y en a d'autres qui l'appellent ça comme Application Wiki ou Next Generation Wiki. C'est un wiki applicatif. Donc, c'est un wiki dans lequel on peut développer des applications, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est, si on représente, vous connaissez le concept de long tail de Chris Sanderson, probablement. En fait, quand vous avez besoin de développer une application, donc souvent vous utilisez les façons traditionnelles. Donc vous montez une équipe, vous avez un projet, des specs, vous avez un délai, et vous développez ça dans vos IDE avec votre équipe, etc. C'est cette partie-là, une partie qui est très utile, mais qui est faite pour une application assez grosse, relativement grosse. Et ce qui se passe, à mon avis, c'est que tous les jours, quand on va au travail, on s'aperçoit qu'on a des petites choses qu'on aimerait automatiser. On aimerait bien prendre une information de là et de là, les agréger pour nous donner quelque chose, ou la représenter, pour pouvoir faire des actions dessus. Et en fait, il y a beaucoup de ces choses-là qu'on ne fait pas, simplement parce que ce serait trop long à développer. Il faudrait réussir à construire une équipe et développer ça, et ça pourrait prendre 2 mois, 3 mois pour le développer. On le fait pas. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, ces petites applications, qui sont des applications in situ, très spécifiques à un besoin particulier, à votre besoin particulier, et ben vous pouvez le faire avec XWiki extrêmement rapidement. Et c'est ça, pour moi, le cœur de cible de XWiki. Et en fait, ces applications, il y en a beaucoup. Donc si vous regardez le marché en termes de marché, c'est cette partie-là, la partie jaune, qui est au moins largement égale à cette partie rouge. L'application de l'apport, pour importer tous les petits morceaux tout à l'heure, l'application de l'apport, je l'ai écrite vite fait, 10 minutes. Voilà, exactement. Et ça c'est important. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que il ne faut pas que ça prenne du temps. Il faut que ce soit très spécifique, que ça ne prenne pas de temps et que vous puissiez itérer. Par exemple, sur notre intranet XWiki, on a commencé avec un site web que du contenu, et au fur et à mesure, on a dit ce serait sympa sur cette partie du wiki là. Tout d'un coup, si on pouvait faire des demandes de vacances, par exemple, quelqu'un a codé la demande de vacances en 1 heure. Et ça y est, on avait une application de demande de vacances. Puis il y en a un autre, il a dit, tiens, pour les évaluations des employés, ça sympa aussi, etc. On a recodé ça. Et en fait, à la fin, on se retrouve avec 200 mini-applications, on dira, qui ont été codées pas en un coup, qui ont été codées dans la durée, en fonction des besoins, du vrai besoin qui est sorti, qui a émergé, et qu'on n'aurait pas imaginé au début. Et on a pu le faire parce qu'à chaque fois, c'est des petites choses qui se font extrêmement rapidement. Alors, c'est quoi les avantages de coder avec XWiki ? On l'a pas forcément vu là, mais c'est itératif, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que vous avez une plateforme qui tourne. Donc déjà, elle marche à la base, mais à chaque fois que vous faites une petite modification, vous avez vu, vous faites save, et vous avez directement le rendu. Et donc vous pouvez progresser, améliorer au fur et à mesure en gardant quelque chose qui fonctionne. Donc c'est extrêmement intéressant, et donc c'est basé need-based development, ça veut dire que voilà, c'est en fonction de la réaction de ceux qui utilisent le wiki, il vous dit, tiens, ça serait bien d'améliorer ce truc-là, j'aimerais bien avoir cette partie-là. Donc ok, vous faites cette partie-là, après d'autres personnes vous demandent autre chose, et vous pouvez l'adapter et progressivement transformer votre wiki selon des vrais besoins. Le continuous delivery, il est évident, vous avez vu, vous modifiez, vous avez la page, vous sauvez, c'est disponible directement, c'est en prod directement si vous le voulez. On a le problème inverse, qui est plus de dire comment est-ce que je fais pour ne pas mettre en prod tout de suite. En général, ce qu'on fait là, c'est qu'on a deux wikis, un wiki de développement et un wiki de prod, et on pousse du wiki de développement sur le wiki de prod quand on veut avoir un contrôle éditorial, par exemple, des choses comme ça. Voilà, ça marche du premier jour, puisque vous avez un truc qui tourne déjà à la base. L'autre avantage, c'est qu'on peut travailler collaborativement ensemble, c'est le principe du wiki. C'est-à-dire qu'on est à plusieurs, chacun devant son ordinateur, peut aller sur des pages, peut faire des modifications. Ça marche très bien, notamment avec les designers, interaction designer-développeur. Il y a le développeur qui fait les contenus des pages, et puis les designers qui vont styler, créer des skins, des thèmes, etc. Pardon ? Assistance utilisateur, dit Denis, oui, effectivement, c'est très pratique. L'autre avantage, c'est qu'il est open source, et il a une communauté assez forte. On va le voir dans la deuxième présentation où on parle du développement de XWiki lui-même. On a quelques stades de communauté. D'ailleurs, c'est une communauté assez importante, et une vraie communauté open source méritocratique. Alors, il y a quelques inconvénients que j'ai listés. Je me suis gratté la tête pour essayer d'en trouver. J'en ai trouvé quelques-uns. Non, je l'ai là.
Le premier, c'est que vous avez un environnement de développement qui est différent de votre environnement de développement traditionnel. Donc vous avez vos outils, vous avez vos IDE que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est différent, puisque vous avez créé du code dans des pages. On peut essayer de faire tout ça en Java, mais là, ce qu'on vous a montré, c'est dans des pages. Donc du coup, c'est un peu embêtant. On a essayé de trouver des solutions pour essayer de rendre ça plus traditionnel. Alors notamment, sur la partie sauvegarde versionning du code. On a l'habitude de sauver notre code dans un repository de source. Git, Subversion, etc. Et en fait, ce qu'on a fait, on a deux applications que vous trouvez sur extension.xwiki.org, une qui fonctionne avec Subversion, une avec Git. Et en fait, on a une passerelle bidirectionnelle, c'est-à-dire si vous avez du code sur file system sauvegardé dans un repo Git par exemple, vous pouvez directement l'importer dans votre wiki, dans des pages wiki, et vice-versa, quand vous modifiez des pages wiki, vous pouvez aller dans cette appli, vous dites tiens, il y a toutes ces pages qui ont été modifiées depuis la dernière fois que vous avez pushé, et vous pouvez les cocher toutes, et puis mettre un petit texte de push, et vous committez, vous pushez. Pardon? Alors bien sûr, dans un wiki, toutes les pages sont versionnées déjà à la base. Vous pouvez même voir l'historique, voir les diffs, etc. Mais là je parle vraiment pour... Dans le développement itératif, c'est sûr. Si on s'est planté, c'est vachement pratique. Ah oui, on fait un rollback et c'est fini. Mais là, je parlais d'autre chose qui était l'intégration avec les outils traditionnels. Après, pour la partie IDE, on a deux solutions. On a trouvé pour l'instant, on a développé un outil qui s'appelle Xeclipse. C'est pas le but de cette présentation de vous le montrer, mais c'est un plugin, ça s'appelle un plugin Eclipse ou une RCP, une application RCP Eclipse standalone, qui vous permet d'utiliser toutes les capacités d'Eclipse en fait, facilement pour voir avec une vue hiérarchique de toutes les pages dans votre wiki, avec des onglets pour chaque page, et vous avez de l'autocomplétion, syntax coloring dedans, etc. Donc ça rapproche plus que vous pouvez utiliser donc utiliser Eclipse normalement, et vous le rajoutez ce plugin dans Eclipse, et vous utilisez Eclipse, et vous avez aussi des fonctionnalités de développement d'XWiki avec. Et puis il y a une autre solution, c'est WebDAV, donc vous pouvez monter, tout le wiki est montable en un repo WebDAV. Donc vous le montez dans votre file system, et du coup vous pouvez utiliser tous les outils que vous voulez traditionnels, soit avec votre IDE par exemple, pour accéder au contenu des pages que vous avez dans votre file system. Et dès que vous faites save, en fait dans votre IDE ça sauve directement dans le wiki. Donc vous pouvez drag and dropper des attachements, ou vous pouvez simplement éditer du contenu dans n'importe quel outil, et dès que vous faites save, vous l'avez directement en ligne, vous faites refresh et vous l'avez. L'autre problème possible, c'est que ce n'est pas un standard officiel, il n'y a pas de JSR XWiki encore. Je ne sais pas s'il y en a un jour. Mais donc on peut imaginer que c'est un risque plus important, puisque c'est plus dur de trouver des développeurs qui connaissent, etc. Bon, ça c'est une question. Après, c'est une question de est-ce qu'on trouve que les avantages d'utiliser XWiki, ce que ça vous apporte, est supérieur à ce problème-là ou pas? Nous, on le pense bien sûr. Et puis, il y a de plus en plus de personnes qui connaissent XWiki. C'est assez intéressant d'ailleurs pour voir si votre projet open source marche mieux ou pas, c'est de voir le nombre d'annonces qu'il y a aussi sur votre technologie. C'est un peu il y a le nombre de livres qui est déjà un premier critère, et après le nombre d'annonces, c'est intéressant aussi comme critère. Alors, comment démarrer, si ça vous intéresse d'expérimenter avec XWiki? Vous pouvez le télécharger depuis XWiki.org directement. Vous avez un installeur, installeur Windows, un zip pour les autres OS. Vous unzippez, c'est fini, vous faites un script de démarrage. Vous pouvez aussi, on a une ferme myxwiki.org qu'on héberge gratuitement pour les organisations à but non lucratif et pour les individus. Bon, en revanche, il n'y a pas de SLA dessus. Nous, personnellement, l'équipe de dev XWiki, on l'utilise aussi pour faire nos tests. Donc on met toujours les dernières versions, même parfois de snapshot dessus, pour vérifier si tout marche bien sur du réel, quoi. Il doit y avoir, je sais pas combien il y a de wikis dessus, peut-être une centaine de wikis dessus, ouais, pour l'instant. Donc il n'y a pas de limitation en taille d'espace disque ou autre. C'est juste qu'il n'y a pas de garantie sur celui-là. Et après, XWiki SAS, la société, donc, a une solution XWiki Cloud qui est une solution de XWiki hébergée avec une mode SaaS où vous pouvez directement créer le wiki. Alors il y a des gratuits jusqu'à 2 users, donc c'est facile à tester en fait. Si vous voulez vraiment le tester pour vérifier si ça vous plaît et autres. Et puis sinon après c'est bien en revanche pour plus. En revanche tout est upgradé dès qu'il y a une nouvelle version, etc. Tout est fait pour vous.
Et sinon, on a une liste sur XWiki.org, une liste de sociétés qui supportent XWiki, qui ont des offres. Donc notamment, il y a Denix, sa société, il y a la mienne avec XWiki-SS, il y en a d'autres. Voilà, donc on a fini cette première partie. Donc on peut prendre quelques questions là peut-être. Et puis on aura, je crois, une annonce aussi qui va arriver. Et puis ensuite, on abordera la deuxième partie qui est le développement, la communauté, comment est-ce qu'on développe XWiki. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Ouais. Pour les skins, on a vu là que c'était un petit peu facile. On glissait des skins existants dans le XWiki et c'était tout de suite très joli. Est-ce que vous fournissez des skins par défaut, des choses qu'on peut utiliser pour avoir directement un site un peu joli? Ouais. Donc la question c'est est-ce qu'il existe d'autres skins par défaut qu'on peut utiliser directement. En fait on n'a pas énormément de skins. On en a 2 ou 3. On en maintient surtout une qui est la dernière à chaque fois. C'est une bonne question. C'est une question que je me pose personnellement. Ce serait bien qu'on ait genre à la WordPress où ils en ont des tonnes. Donc on avait pensé à essayer de faire un système de compatibilité par exemple avec WordPress pour récupérer toutes leurs skins. Ce qui se passe en pratique, c'est que leur problème est beaucoup plus simple de leur côté, parce qu'en fait ils ont principalement que le mode vue en fait. Avec le wiki, tu as tout le mode d'édition, des objets, d'administration, etc. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est que ça bouge beaucoup. Ouais. Et ensuite, donc en revanche, il y a des skins, c'est surtout des thèmes qu'il y a beaucoup. Si tu vas sur l'extension.xwiki.org, tu as pas mal de thèmes, tu trouveras quelques skins, mais tu en trouveras, je sais pas, 5-6 là-bas, pas plus, et pas plus quoi. Et ce qui est étonnant en fait, c'est que beaucoup de gens développent leurs skins, quasiment tout le monde en fait développe ses skins, dès que tu veux faire un site un peu sympa et professionnel, mais quasiment personne n'a recontribué en fait. C'est ça le problème. Pourquoi? Pour plein de raisons je pense, parce que faire une skin qui est adaptée à ton besoin, ça va bien. En revanche, la rendre plus générique pour un besoin plus global, ça demande peut-être un peu de travail. Je pense que les gens ne font pas cet effort aujourd'hui. Ce qui serait bien qu'on fasse, je pense, c'est un éditeur de skin à un moment donné, pour que ce soit encore plus facile. Peut-être que ça aiderait à la contribution. Une autre question? Ouais. Moi j'ai une question sur la phase de développement. On a vu que c'était très facile de faire l'application très rapidement. Tout ça va bien, ça va bien. Et quand ça va mal, comment on fait pour débugger, combien de temps on perd sur des mauvaises balises, des mauvaises... Ouais, ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure dans les inconvénients, c'est-à-dire c'est l'intégration avec les outils traditionnels de développement, notamment dans ton IDE, pouvoir débugger, suivre pas à pas, etc. Là aujourd'hui, c'est plus une question, il n'y a pas de solution facile à cette question. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est comme best practice, c'est qu'on ne met pas, on essaie de minimiser le code qu'on met dans des pages. Parce que dans des pages, tu peux mettre du script, donc tu pourrais mettre en fait tout dans des pages. Tu pourrais faire 100% de ton application dans des pages. Et si tu fais un site qui a pour vocation de durer dans la durée et d'être maintenu, surtout par des équipes différentes dans la durée, etc., il faut que tu sépares vraiment, à mon avis, séparer ce qui est le développement, la logique métier, back-end, plutôt ça. Moi personnellement, je le mets plutôt en Java. Et ce que je mets dans les pages, c'est uniquement de la présentation en fait. Donc déjà, je ne mets pas tout, j'essaie de limiter. Parce que de l'autre côté, je le développe traditionnellement, avec mes tests unitaires, etc. Et là, je le fais comme ça. En revanche, on fait aussi, même pour le développement de XWiki, on écrit beaucoup de tests fonctionnels automatisés. On en parlera tout à l'heure, notamment avec Selenium, qui nous permet de tester. En revanche, ça fait pas le debug. Ça permet juste de vérifier que ça fonctionne. Pour le debug, on a en fait, quand tu as une erreur, tu n'as pas monté trop d'erreurs en fait, mais il y a l'erreur qui te donne le truc en erreur. Si c'est du code Java derrière, tu as la stack trace. Et après, c'est à la mano, quoi. Il n'y a rien de spécial pour le moment. En même temps, ça va très vite. Ça va très vite en mode itératif. Tu as une erreur, tu vois vite ta syntaxe qui est pourrie, tu corriges, tu relances la page, tu revois. Donc tu as un mode permanent où ça run. Et ce que tu perds peut-être avec l'outil de développement debug, évoluer, etc., tu dois gagner à pas compiler, pas installer.
c'est un peu... Mais c'est vrai, hein, personnellement, moi je pense que c'est l'étape d'après dans XWiki, pour aller plus loin encore, hein, c'est d'améliorer cette partie-là. En fait, dans le futur, ce à quoi on rêve, en fait, c'est un IDE web, en fait. Hein. Il y en a quelques-uns qui commencent à faire ça, c'est encore le début. Bon, pour l'instant, ce qu'on aimerait, nous, c'est attendre qu'il y en ait un qui soit suffisamment bien open source et autres pour pouvoir l'utiliser directement dans XWiki. Ça, c'est l'idéal, plutôt que de redévelopper tout, l'IDE et toute fonctionnalité nous-mêmes. Mais en attendant, ce qu'on va faire, là, on commence une phase où je pense qu'on va développer plus sur les outils de développement. La première étape, c'est autocomplete, syntax coloring, qu'on a dans Eclipse et qu'on n'a pas aujourd'hui dans les éditeurs directement dans les pages web, en fait. Question ? On a vu des imports de données vers le système documentaire Wiki. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des sources d'informations qui ne soient pas dupliquées mais qui soient consultées uniquement quand on a les bases attaquées derrière? C'est quoi l'approche? C'est faire ça en Java dans un composant réutilisable ou il y a des solutions plus clés en main? Alors après, tout dépend de comment tu accèdes à ton site. Par exemple, une base Parce que tu peux l'avoir accéder en SQL, en JDBC. Mais tu peux aussi y accéder en service, soit service REST, JSON. C'est souvent sur les systèmes externes où on récupère des données, c'est souvent ça, hein, c'est souvent du JSON. On peut le faire directement sans coder ou est-ce que là il faut faire un développement Java derrière spécifique? Il y a une réponse à... Alors, tu veux répondre? Il y a une solution qui existe déjà dans le système. Si vous avez une base de données relationnelle qui est compatible avec le wiki, il est possible de custom mapper les classes que l'on définit. C'est-à-dire que pour le moment, en fait, les classes et les objets qu'on a vus sont stockés dans des tables communes où on a toutes les properties mélangées de tous les objets et tous les objets mélangés. Mais il est tout à fait possible de dire pour une classe spécifique, je la veux dans une table MySQL spécifique. Et alors, je peux définir avec Hibernate le custom mapping de cette table-là, et XWiki va donc pouvoir lire ces objets directement dans une table qui n'a peut-être pas été uniquement utilisée pour XWiki. Donc ça, c'est pour réutiliser, c'est pas pour importer. Voilà, pour importer, après, tu as un plugin et un plugin SQL, où tu peux faire Après, tu as du scripting dans la page. Donc en fait, tu peux utiliser toutes les API dans ton langage de script. Si tu es en Groovy, par exemple, et que tu veux récupérer une page qui te fournit du XML ou du JSON, c'est une ligne, hein, c'est rien du tout. Si c'est du SQL, ça peut prendre peut-être 2 lignes, mais c'est pas tellement plus compliqué. Voilà, et plus cette réponse-là. Et on a des extensions aussi, par exemple, on a des extensions qui existent, je ne sais pas si elles sont publiées, qui nous permettent, ce qu'on nous a déjà demandé chez des clients, de prendre des feuilles Excel et de mapper directement, d'apporter ça directement dans le wiki sur les classes. Créer des classes automatiquement à partir de feuilles Excel avec les colonnes qui correspondent à des champs de classes. De notre côté, on a fait des développements qui s'éloignent un tout petit peu du wiki, mais qui sont une extension du wiki. Et pour la performance de certains de ces développements, c'est une application cartographique où on doit récupérer des tas de points, on veut que ça aille vite, etc. On ne stocke pas nos données dans le wiki. On ne stocke pas les objets wiki dans la base de données XWiki. On a une base de données à côté. On a un component qui s'insère dans XWiki qui, lui, va utiliser tout le système de classes et d'objets de XWiki, mais qui va attaquer les données de la base externe plutôt que la base XWiki. Donc, quand on est dans XWiki et qu'on fait la partie présentation, parce que c'est la best practice, c'est que dans XWiki, le code, là on a vu beaucoup de présentations dans ce que je vous ai montré, je voulais faire quelque chose de pas trop compliqué, mais justement, la best practice, c'est de mettre la présentation dans XWiki et le code business dans du Java, dans les components. Ben, on peut avoir de la présentation XWiki sur une base de données externe, pourvu d'écrire le component qui va lire cette base de données externe et former les objets nécessaires à XWiki. Tout à fait. Donc, en gros, quand je crée ma base de données, je vais lire la classe XWiki, je génère les tables qu'il me faut dans ma base avec les colonnes qui vont bien, mais c'est plus du tout le modèle de stockage XWiki. C'est à part. Et c'est très extensible, c'est performant parce que j'ai fait une base de données qui est optimisée par rapport à ma problématique et qui est structurée par rapport à la problématique, qui peut s'interfacer avec d'autres systèmes en même temps. Et j'ai malgré tout ma présentation et mon code de présentation écrit avec des objets, des classes XWiki classiques, avec tous les avantages de faire la DB list que j'ai montré tout à l'heure. Une chose que j'ai oublié de préciser juste avant, c'est que quand je vous ai montré toutes les extensions, là, les 400 et quelques extensions, en fait, elles sont disponibles directement depuis votre wiki. En fait, dans l'interface d'administration, on n'a pas montré ça, Denis. Dans l'interface d'administration du wiki, vous pouvez aller voir la liste de toutes les extensions disponibles avec un clic
vous faire install, et vous avez l'extension. Tu le montres ou moi je le montre comme tu veux. C'est assez sympa ça. Et en fait, dès qu'il y a une nouvelle version de cette extension, vous avez l'upgrade et vous pouvez l'upgrader à la nouvelle version. Ce qu'on appelle Extension Manager, ça gère les dépendances transitives également, ça vérifie la compatibilité de version. Donc c'est assez avancé. C'est la partie en développement encore aujourd'hui, ça, avec l'idée étant que, vous voyez, on peut modifier toutes les pages. En fait, vous avez compris maintenant que le wiki par défaut que je vous ai montré tout au début, en fait, toutes les fonctionnalités que vous voyez, c'était du code dans des pages, en fait. Et donc, vous pouvez, si vous voulez, faire éditer ces pages et modifier complètement tout ce que vous voyez à la base. Et ce sont donc c'est considéré comme des extensions, tout ça. Et donc, l'idée, c'est que quand vous pouvez les modifier, quand vous upgradez à une nouvelle version, il peut y avoir aussi des modifications de ces pages. Donc, c'est des lignes qu'il va falloir merger à la fois ce que vous avez modifié, etc. Et donc, cette extension manager, c'est ce qu'on est en train de développer en ce moment là. C'est la partie upgrade automatique, merge automatique à des nouvelles versions, avec visuellement possibilité de, quand il y a des conflits, de choisir lequel prendre, etc. Je sais. Comprends une question. Question. L'annonce peut-être là. Je pense que si vous regardez d'un peu de temps pour Ouais, c'est ça surtout. Je vais avoir besoin du projet. Donc attention, grosse annonce, c'est un